exposé de ce soir porte sur l'intelligence artificielle et la performance académique. Avant de commencer, je remercie les facultés africaines Bakita qui s'est mobilisée pour financer la production de ces contenus qui sera utile pour tous les chercheurs du monde en général et en particulier ceux de la République démocratique du Congo et du Grand Nord en République démocratique du Congo. Vous aurez des informations sur les facultés africaines Bakita et les filières qu'elle organise au bon moment. Nous avons quelques points à part l'introduction et la conclusion. Le premier point traite de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point expose les aspects de l'intelligence artificielle qui jouent sur la performance académique. C'est le point qui traite de l'apport de l'intelligence artificielle à la performance académique, le point clé de cet exposé. Le point suivant présente les limites et les défis de l'intelligence artificielle. Le point qui suit présente les exemples concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur académique. Après, je présente ChatGPT, qui est la célébrité utilisée par nos étudiants. Comment l'utiliser pour la recherche scientifique. Le point suivant, c'est la pratique. Nous allons vous présenter une vidéo qui vous apprend à utiliser ChatGPT et le lien de ce contenu sera repris dans la description. Pour commencer, l'intelligence artificielle, qu'on abrège IA, est un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables de simuler l'intelligence humaine. Alors, l'intelligence artificielle est d'une importance croissante dans le domaine de l'éducation et la recherche académique. C'est ce que nous voulons démontrer dans cet exposé. Alors, dans le secteur de l'éducation, l'intelligence artificielle, c'est un outil d'apprentissage adaptatif. L'intelligence artificielle, toujours dans le domaine de l'éducation, facilite la correction automatisée des évaluations. Là, c'est vraiment à faveur des enseignants. Lorsqu'on a plusieurs personnes à évaluer, il est possible de se faire aider par l'intelligence artificielle. Je prends dans de grandes universités comme l'université de Kinshasa et d'autres universités du pays et d'autres grandes universités du monde où nous avons un pléthore des étudiants. Lorsque l'enseignant peut se fatiguer pour évaluer, il peut se faire assister par l'intelligence artificielle. Toujours dans le domaine de l'éducation, l'intelligence artificielle permet un accès élargi aux ressources éducatives en ligne. Ça s'explique d'ailleurs. Vous savez, lorsqu'on prépare un cours ou lorsqu'on veut réaliser un travail pratique, la problématique qui est complexe, c'est retrouver les ouvrages qui correspondent à la thématique qu'on veut traiter. Mais avec l'intelligence artificielle, nous avons accès à beaucoup de ressources éducatives et à quelques secondes. L'IA, par exemple, est à mesure de faire le tour de l'Internet et consulter peut-être plus de 100 000 livres et nous ramener des synthèses. Ce qui paraissait impossible pour un être humain. Donc ça, c'est un autre apport de l'intelligence artificielle dans le secteur éducatif. Alors, l'apport de l'intelligence artificielle à la performance académique. Comment l'intelligence artificielle peut aider à être performant, peut aider les scientifiques des universités à accroître leur performance. Nous pouvons résumer ces éléments à 4 points. L'intelligence artificielle permet une productivité accrue des enseignants et des chercheurs. C'est ce que je viens de dire même dans le point précédent.
Pour préparer un cours, par exemple, on doit fouiller beaucoup d'ouvrages dans la bibliothèque, on doit suivre des didacticiels, des tutoriels, et puis élaborer un contenu synthétique qu'on devra maintenant exposer aux apprenants. Mais l'intelligence artificielle vient faciliter à lui la tâche, parce que lui, en quelques minutes, il peut faire le tour de plusieurs bibliothèques en ligne et vous amener un résumé riche et puis que vous pouvez présenter aux étudiants. À quelques minutes, vous pouvez avoir un contenu que vous améliorez si vous le trouvez insuffisant. Ça, c'est vraiment un grand exploit de l'intelligence artificielle. Donc, un enseignant qui pouvait préparer, par exemple, un cours pendant 2 mois, avec l'intelligence artificielle, il peut le faire peut-être en 1 journée ou en 2 jours. Un autre apport de l'intelligence artificielle à la performance académique, c'est le soutien à la recherche scientifique. Vous savez, quand on fait la recherche scientifique, il y a beaucoup de critères dans l'évaluation et dans la qualité d'un travail scientifique. Nous avons des aspects liés à la forme, nous avons des aspects liés au fond, nous avons des aspects liés à la méthodologie. Et des fois, le chercheur peut avoir des insuffisances dans tous ces aspects-là. Mais l'intelligence artificielle peut soutenir le chercheur. Des fois, quand on est limité, on veut voir quelqu'un de plus expérimenté pour nous aider à surmonter la contrainte qu'on rencontre. Mais cette personne peut, par exemple, vous exiger beaucoup de moyens. Mais l'intelligence artificielle peut déjà substituer ces répétiteurs ou cet encadreur à vous disponibilisant les éléments que vous n'aviez pas et que vous avez besoin d'utiliser pour la bonne qualité de votre recherche. L'intelligence artificielle permet d'améliorer la pédagogie. Justement, quand on transmet une matière, il faut retenir que l'apprentissage demande des normes pédagogiques, le respect des normes pédagogiques. Et chaque cours a une didactique. On parle de didactique des disciplines. Par exemple, pour enseigner un cours d'informatique, il y a une didactique. Et souvent, tous les chercheurs n'ont pas les capacités requises pour un beau pédagogue. Peut-être que vous êtes un technicien, mais vous n'avez pas de connaissances en pédagogie. L'intelligence artificielle peut vous permettre de structurer un contenu que vous allez transmettre facilement aux apprenants, tout en surmontant les contraintes liées à une faible instruction en matière de didactique des disciplines. L'intelligence artificielle peut permettre aussi la personnalisation de l'apprentissage. Ça, c'est chaque fois un problème que les enseignants rencontrent dans la transmission de la matière. Souvent, les gens veulent toujours rester dans des exemples qui sont dans les livres et on n'arrive pas à ramener ces exemples dans la vie concrète des étudiants. Par exemple, pour les cours de mathématiques, on a du mal à comprendre, par exemple, des équations, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à nous montrer quelle est l'utilité pratique de, par exemple, l'équation de second degré ou le logarithme dans notre vie courante. Mais l'intelligence artificielle peut permettre à l'enseignant de personnaliser l'apprentissage et de faciliter l'acquisition de connaissances par les apprenants. Surtout que pour transmettre, il faut respecter les normes méthodologiques liées aux didactiques des disciplines pour chaque discipline. Alors, quelles sont les limites et les défis de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle a plusieurs limites et fait face à plusieurs défis que nous avons encore une fois résumés à 4 dans cette présentation. L'intelligence artificielle expose d'abord au risque de plagiat et de dépendance. Ça, c'est dans la première limite et en même temps un défi de l'intelligence artificielle. Parce que quand nous parlons de plagiat, c'est lorsque nous nous approprions un contenu qui n'est pas nôtre. Alors, si l'intelligence artificielle peut vous générer un contenu
et puis vous le présentez comme étant l'auteur principal de ce contenu, c'est déjà un problème de plagiat parce que vous ne serez pas honnête. Vous aurez un contenu de haute qualité, mais un contenu qui vous a été généré par l'intelligence artificielle. Et c'est déjà le plagiat, le fait de ne pas dire que je n'ai pas utilisé l'intelligence artificielle, c'est du plagiat. Et puis la dépendance, ça c'est un autre défi de l'intelligence, limite et même en même temps défi de l'intelligence artificielle. Et je l'observe actuellement quand j'enseigne. Par exemple, moi je suis informaticien, mais je constate que même dans l'informatique, les programmeurs n'écrivent plus des algorithmes. Lorsqu'il est face à un problème complexe, il entre seulement dans l'intelligence artificielle, il dit voilà, donne-moi tel script pour faire ceci. Et quand il a le script, il a les résultats, il l'utilise. Et lorsqu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, il ne sait plus programmer. Même les étudiants, lorsqu'il est en train de préparer un TP à présenter, il dépend toujours de l'intelligence artificielle. Certains utilisent ChatGPT et il présente un contenu de qualité, mais lorsque vous lui dites « Ok, viens m'exposer ce que tu as présenté », l'étudiant n'est pas à mesure. Ou lorsque il y a des perturbations de connexion Internet, surtout dans nos pays ici en voie de développement où l'Internet c'est encore un luxe, vous trouvez pratiquement un étudiant qui est dans l'incapacité de produire un travail original tout simplement parce qu'il dépend de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une limite. Ça, c'est aussi en même temps un défi que l'IA devra relever. Nous avons aussi des problèmes d'éthique et de confidentialité. Nous présenterons dans les jours qui viennent, dans les jours qui suivent, une autre conférence sur l'éthique dans l'usage de l'intelligence artificielle. Il y a aussi beaucoup de problèmes d'éthique qu'il faut considérer lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle. Une autre limite et défi de l'intelligence artificielle, c'est le fait que nous avons un accès inégal aux technologies. Déjà, même moi, quand j'enseigne, il y a des étudiants qui ont, par exemple, des ordinateurs qui n'ont pas accès à la connexion Internet faute de moyens. Alors, on ne peut pas directement se fier à l'intelligence artificielle totalement à partir du moment que certains n'ont pas accès à la technologie. Problème de pauvreté. Ça veut dire que celui qui a la technologie sera plus privilégié que celui qui n'en a pas. Donc là, il faudra encore que l'intelligence artificielle, donc c'est une limite et un défi qu'on devra relever. Comment on peut avoir des intelligences artificielles qui ne dépendent pas, par exemple, directement de la connexion Internet. Un peu comme on avait la cyclopédie en carte dans nos ordinateurs à l'époque. Ça, c'est un défi, par exemple, qu'on doit encore relever. Nous avons un dernier défi, comme j'ai dit que je vais résumer en 4, c'est qu'il y a la nécessité de former des enseignants et étudiants sur comment utiliser l'intelligence artificielle. Parce que si vous utilisez, et je me rappelle dans la conférence passée, un des internautes a dit l'intelligence artificielle peut on peut la comparer à l'argent qui peut être en même temps un bon maître et un mauvais serviteur. Comme quand vous donnez aussi à un enfant un couteau. Le couteau peut faire du bien, il peut faire aussi du mal si on n'est pas formé. Mais on constate que les enseignants ne sont pas formés à utiliser l'intelligence artificielle et en même temps les étudiants ne sont pas aussi formés. Ce qui fait que les gens ont une perception erronée de l'intelligence artificielle et ça fait que nous n'exploitons pas en totalité le bienfait que cette intelligence nous apporte. Voilà ce que je peux dire en termes de limites et défis de l'intelligence artificielle. Alors, je donne maintenant quelques exemples pratiques ou concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur académique. Ici, on répond à la question « Comment les étudiants peuvent utiliser l'intelligence artificielle ? Comment les enseignants peuvent utiliser l'intelligence artificielle ? Et comment les universités peuvent utiliser l'intelligence artificielle ?» Alors, pour les étudiants, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une aide à la rédaction.
Nous savons que actuellement il y a un problème d'orthographe, par exemple. Quand on corrige des textes, il y a beaucoup de coquilles. Même moi-même enseignant, il m'arrive de commettre des fautes d'orthographe, peut-être en préparant mes contenus. Mais avec l'intelligence artificielle, avant, par exemple, quand je devais présenter un cours, je devais soumettre ça encore à un prof de français qui devait encore revoir la formulation et qui devait corriger certains aspects liés à la forme, et juste à la forme, et peut-être aussi un technicien pour des aspects liés au fond. Mais l'intelligence artificielle, c'est déjà une aide à la rédaction. Donc, on ne peut plus avoir actuellement un texte qui a beaucoup de fautes d'orthographe alors que nous avons déjà l'IA qui peut nous assister pour ce travail. Pour des problèmes de traduction automatique, les étudiants peuvent aussi utiliser l'intelligence artificielle. Des fois, on peut avoir des livres qu'on n'arrive pas à traduire. On peut avoir une citation qu'on n'arrive pas à traduire, peut-être de l'anglais à français, et on a tendance à faire une traduction littérale. Par exemple, avec d'autres outils comme Google Translate et qu'on utilisait avant, ça nous donne une traduction littérale. Mais l'intelligence artificielle, comme c'est déjà une intelligence, elle permet d'éviter la traduction littérale. L'intelligence artificielle, c'est un soutien pédagogique pour les étudiants. Parce que un étudiant peut ne pas comprendre. Par exemple, je vois, on a expliqué logarithme, on a expliqué équation de second degré, on a expliqué par exemple telle formule en physique. Mais l'étudiant n'arrive pas à comprendre la formule. Alors, l'intelligence artificielle peut déjà nous assister. Parce que je peux dire à l'IA, j'ai des difficultés à comprendre telle formule, explique-moi correctement. Ça m'explique peut-être mieux que l'enseignant. Peut-être que même l'enseignant lui-même n'a pas toutes les techniques pour bien expliquer la formule aux étudiants, mais l'intelligence artificielle peut être un appui pédagogique. Ça, c'est pour les étudiants. Quel est l'apport de l'intelligence artificielle pour les enseignants? Les enseignants peuvent exploiter l'intelligence artificielle pour la préparation de cours. Je l'ai même déjà dit à l'introduction. Lorsqu'on prépare un cours, on doit fouiller les bibliothèques, on doit aller sur Internet, on doit faire une revue de la littérature et ça prend beaucoup de temps. Mais l'intelligence artificielle peut déjà faciliter cette tâche. À quelques minutes, il peut être un outil qui peut vous aider à faire une revue de la littérature efficace. Dans l'épistémologie, l'intelligence artificielle trouve vraiment sa place. L'intelligence artificielle permet de créer un support interactif. Ça veut dire qu'on peut avoir un support qu'on va remettre aux étudiants, mais quand l'étudiant sera en train de lire le cours pour assimiler en domicile, il aura l'impression qu'il est en train d'échanger avec le support. L'intelligence artificielle peut déjà nous aider à créer un support interactif, ce qui n'était pas facile dans les temps. Voilà déjà 2 applications de l'intelligence artificielle pour les enseignants. Préparation de cours, création de supports interactifs. Et on peut multiplier les exemples. Alors, pour les universités, à quel niveau les universités peuvent utiliser l'intelligence artificielle? Les universités peuvent créer des plateformes de e-learning intelligents. Les e-learning, ce sont les cours en ligne intelligents. Par exemple, pour des matières complexes, l'université peut déjà créer, par exemple, dans leur site web, des plateformes de cours en ligne intelligents où les étudiants peuvent se référer. Par exemple, quand nous avons les cours, par exemple, d'algorithmes, par exemple, de chimie, j'ai créé un compte dans le site, dans la plateforme, et puis j'ai accès à une intelligence artificielle qui pourra aider à expliciter davantage les matières que l'enseignant n'a pas, par exemple, à survoler dans l'auditoire. Ça, c'est déjà un grand avantage pour les universités. Donc là, je pose la question à nos universités. Nous avons des sites web. Est-ce que nos sites web ont déjà un système de cours en ligne ou de e-learning intelligent pour accompagner les étudiants? Voilà, on peut tous voir les types de sites web que nous avons. Ce sont souvent des sites de formation, mais on n'exploite pas encore cet aspect.
Et c'est déjà une ouverture de recherche à mes collègues informaticiens. Aidons les universités à avoir des plateformes d'e-learning intelligents pour accompagner l'apprentissage, pour appuyer les enseignants et les universités dans la transmission de la matière. Voilà en résumé quelques exemples concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous avons donné des exemples pour les étudiants, des exemples pour les enseignants et des exemples pour les universités. Donc, les étudiants peuvent en tirer profit, les enseignants peuvent en tirer profit et même les universités peuvent aussi en tirer profit. Alors, parlons maintenant de ChatGPT pour la recherche scientifique. Là, je vais détailler maintenant l'intelligence artificielle, ses avantages, les défis. Maintenant, nous revenons dans ce qui est courant, c'est le ChatGPT. Comment on peut l'utiliser pour la recherche scientifique? Alors, en introduction, il faut savoir que ChatGPT, c'est un outil intelligent, disons, c'est un outil d'intelligence artificielle développé par l'entreprise OpenAI plutôt. Et ChatGPT permet de générer du texte. ChatGPT permet de répondre aux questions et assister dans l'analyse documentaire. Alors, son utilisation est pertinente pour la recherche scientifique et académique. Alors, quelles sont les applications de ChatGPT dans la recherche scientifique? Alors, on peut utiliser ChatGPT pour la revue de la littérature rapide et efficace. En tout cas, si vous voulez faire une revue de la littérature rapide et efficace, je vous conseille ChatGPT. ChatGPT peut aussi aider à résumer automatiquement les articles scientifiques. Souvent, nous voulons nous référer aux recherches de nos prédécesseurs et aux publications de nos prédécesseurs, mais pour résumer, ça prend du temps et en résumant, on peut oublier certains aspects. Vous pouvez avoir une affaire de 5 à 10 articles, vous soumettez ça à ChatGPT et lui, il va vous donner un condensé ou un résumé clair et efficace. ChatGPT peut aussi aider à la rédaction académique. Quand je parle de la rédaction académique, ce sont les notes de cours, les thèses, les travaux de recherche, les TP et toute autre forme, les articles ou publications scientifiques. ChatGPT peut aider les chercheurs déjà à la rédaction académique. ChatGPT permet la génération des idées de recherche et des hypothèses. On observe ça chez nos étudiants. Actuellement, les gens commencent à refaire la même chose, même les chercheurs. On a tendance à réinventer la roue, tout simplement parce qu'on manque des idées. Et on veut refaire ce que les autres ont déjà fait, parce qu'on n'a pas beaucoup lu, parce qu'on n'a pas des idées. Mais ChatGPT est à mesure de vous dire, voilà les domaines qui nécessitent encore certaines recherches pour essayer d'être approfondies, pour éclairer la science. ChatGPT peut aussi aider à générer des idées de recherche et des hypothèses. Comme nous avions appris les recours de recherche scientifique, on nous dit que quand vous devez formuler les hypothèses, on doit partir de la revue de la littérature. On ne fixe pas, même si dans la définition d'une hypothèse, on dit que l'hypothèse, c'est une réponse anticipée à une question de recherche. Mais cette réponse anticipée cette anticipation vient de la littérature. On n'imagine pas. Mais ChatGPT peut déjà aussi nous aider à proposer certaines hypothèses à nos questions de recherche à se référant à ce qu'il y a déjà dans la littérature. Enfin, ChatGPT peut être aussi un soutien dans l'explication des concepts complexes. Des fois, quand on est dans la recherche scientifique, on peut avoir du mal à trouver des explications claires à certains concepts. On peut donc recourir à l'outil ChatGPT pour avoir ces explications. Alors, quelles sont les bonnes pratiques d'utilisation de ChatGPT? Alors, pour les bonnes pratiques d'utilisation de ChatGPT,
on nous recommande, ou je vous recommande, de vérifier toujours les informations générées. Ça, c'est la première bonne pratique. Il y a des gens qui génèrent les informations et ils n'ont même plus le temps de revérifier. Je regarde, il n'y a pas longtemps, par exemple, on a demandé à ChatGPT de nous faire un article web à publier sur la collation des grades académiques de l'Université de l'Assomption au Congo, par exemple. Il a généré un contenu, mais maintenant, quand il présente le nom du recteur, il présente le nom du recteur honoraire. Et déjà, si vous publiez cet article comme ça, vous n'aurez pas produit un contenu de qualité. Pourquoi? Parce qu'il y aura déjà le nom du recteur qui sera erroné. C'est pourquoi pour la bonne pratique d'utilisation de ChatGPT, je vous recommande de toujours vérifier les informations générées. Deuxième bonne pratique, il faut citer correctement les sources académiques. Bien sûr, ChatGPT fait le tour des bibliothèques, le tour de sites web et il nous génère un contenu. Mais maintenant, des fois, sur le plan méthodologique, lorsqu'il faut citer les références bibliographiques, il y a des normes académiques qu'il faut suivre. Mais des fois, ChatGPT peut appliquer un style qui n'est pas, par exemple, approprié à votre université. Là, vous devez revoir les normes de citation parce que la manière de citer fait partie de l'évaluation du travail sur le plan forme. Une autre bonne pratique, c'est qu'il ne faudrait pas utiliser ChatGPT comme unique source de référence. C'est là l'erreur que beaucoup de gens tentent de commettre. Il génère un contenu et il se limite là-bas. ChatGPT, c'est un outil qui vous aide, mais il ne vous substitue pas. Ça veut dire, après avoir utilisé ChatGPT, ayez quand même encore le courage de lire 2 à 3 ouvrages pour essayer de comparer et enrichir les références. Non pas vous limiter juste à ce qui a été généré par ChatGPT. Une autre bonne pratique d'utilisation de ChatGPT, c'est l'utiliser comme un assistant et non comme un remplaçant du chercheur. ChatGPT, c'est un assistant. Il ne vous remplace pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent maintenant dormir calmement et ChatGPT va faire tout à sa place. Et c'est ce que Monseigneur l'évêque, le grand chancelier du diocèse de Butembo-Beni, a condamné dans son homélie à la fermeture de l'année académique à l'université catholique du Graben. Monseigneur l'évêque a déploré le fait que les chercheurs commencent plus à se fier uniquement à ChatGPT et puis on ne fait plus la vraie recherche, on n'est plus classique. Et moi j'appuie ça ici dans cette présentation en vous demandant d'utiliser ChatGPT comme un assistant et non pas comme un remplaçant du chercheur pour renforcer l'alerte, pour renforcer l'interpellation de Monseigneur l'évêque. ChatGPT n'est pas notre remplaçant, ChatGPT c'est notre assistant. Alors, quelques recommandations dans l'utilisation de ChatGPT. Nous recommandons, ou je recommande, à utiliser l'intelligence artificielle comme un outil complémentaire. Ça veut dire qu'il faut d'abord faire le grand travail et puis vous utilisez l'intelligence artificielle pour vous compléter. Parce que c'est d'abord une intelligence artificielle, mais l'intelligence naturelle, c'est vous qui l'avez. Il peut vous compléter dans certaines tâches complexes. Je vous encourage à la pensée critique et à l'autonomie. Quand on vous génère un contenu, ChatGPT vous présente un contenu, essayez de le critiquer. Mais on ne va pas prendre le contenu qui nous a été généré par ChatGPT comme une vérité absolue. Remettez ça à critique. Est-ce que c'est bien fait? Je recommande les universités à former les étudiants et les enseignants à l'usage responsable de l'intelligence artificielle. C'est ce qui nous manque. Nous l'utilisons abusivement. Alors, les universités, surtout les enseignants des cours de méthodologie de recherche scientifique,
déjà qui sont, c'est parmi les premiers cours programmés en première position au niveau des universités. Vous devez maintenant former les étudiants à bien utiliser, à un usage responsable de ChatGPT et de toutes les autres formes d'intelligence artificielle. Il faut aussi insister au fait qu'il faut mettre en place des politiques académiques claires. D'ailleurs, avec ChatGPT, nous devons revoir notre façon d'évaluer comme enseignant. Actuellement, vous ne pouvez plus demander à un étudiant des sujets du genre « parlez-nous de » et identifiez ceci. Et vous vous limitez là-bas. Mais l'étudiant va avoir ces éléments à quelques minutes. À part ce que ChatGPT, par exemple, je donne un cas. On peut par exemple dire aux étudiants parler de l'entrepreneuriat technologique en République démocratique du Congo. Donc, non, parler de l'entrepreneuriat informatique. ChatGPT va vous générer un contenu. Mais pour amener l'étudiant à travailler, il faut d'abord lui dire quelles sont les difficultés des entrepreneurs informaticiens en ville de Butembo. Alors là, ça va pousser l'étudiant à faire une descente sur terrain et à produire quelque chose d'original qui sera complété par ce qui a été généré par l'intelligence artificielle. Et quand cette recherche sera publiée, la même intelligence artificielle va se référer à cette recherche de cet étudiant. Et c'est pourquoi j'ai dit que les universités devront mettre une politique interne sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et une nouvelle stratégie pour les évaluations. Il y a des questions qu'on ne peut plus poser dans les évaluations. Voilà ce qu'on donne comme recommandation dans l'usage de l'intelligence artificielle. Alors, voici maintenant la pratique, la vidéo pratique qui nous montre l'utilisation de ChatGPT. Suivez ce petit contenu d'un collègue informaticien qui vous montre comment vous devez faire pour utiliser ChatGPT. Il y a certaines personnes qui ne savent pas l'utiliser au téléphone, à l'ordinateur. Veuillez suivre cette vidéo et prenez un carnet. Vous allez avoir toutes les procédures et les étapes à suivre pour maîtriser l'usage de ChatGPT. ChatGPT ou ChatGPT si tu le prononces en français, c'est le nom de cette intelligence artificielle capable de générer du contenu automatiquement sur une simple demande. Et justement, dans ce tuto, on va voir comment l'utiliser de façon simple et décomplexée. Pour accéder à ChatGPT, tu te rends sur Google, tu tapes OpenAI ou tu te rends directement sur le site openai.com. Normalement, on voit en haut du site Introducing ChatGPT. Cet écran, tu risques de le voir souvent car en ce moment, ChatGPT n'arrive pas à gérer tout le trafic. Donc pour réussir à te connecter, je t'invite à actualiser la page jusqu'à ce que tu tombes sur l'écran où tu peux te connecter. Si c'est la première fois que tu te connectes, tu vas donc dans Sign Up et tu vas créer un compte grâce à une adresse mail ou encore en utilisant ton compte Google ou ton compte Microsoft. Nous ici, on va créer un compte avec une adresse mail, on continue, on va associer un mot de passe avec cette adresse mail et on continue. À noter, il faudra vérifier le mail envoyé par OpenAI. Une fois le mail vérifié, on tape notre prénom et notre nom et on continue. OpenAI va nous demander de vérifier notre compte avec un numéro de téléphone, donc plus 33 pour l'indicatif et tu tapes ton numéro de téléphone sans le premier zéro. Si tout va bien, tu reçois un message avec le numéro pour valider le compte. Ça y est, on a ouvert notre compte ChatGPT. On voit en bas de page, on a une barre de recherche. C'est là que tu vas formuler ta première demande à ChatGPT. Plus communément, on appelle ça un prompt. Et donc pour cette première question, ChatGPT vient de nous donner une réponse. À noter sur la gauche, on a également l'historique de nos conversations, qu'on pourra d'ailleurs supprimer si on le souhaite. À noter, tu peux également accéder à ChatGPT depuis ton mobile. Pour cela, je te conseille de passer par ton navigateur mobile et d'aller directement sur le site OpenAI, de lancer ChatGPT. Il existe bien sûr des applications, mais au moment où j'enregistrais la vidéo, OpenAI n'a pas encore lancé une version officielle de ChatGPT sous forme d'application mobile. Ok pour les bases, maintenant que c'est vu, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec ChatGPT ? L'usage le plus commun, c'est donc la création de contenu. On va donc pouvoir générer des types de contenus
presque infini avec ChatGPT si on a besoin d'écrire des articles, des scripts, des histoires ou encore des mails. Prenons ce dernier exemple avec un mail par exemple qu'on va adresser pour souhaiter la bonne année à tous nos clients. Et tu vois dans mon prompt, je lui ai précisé que c'était de la part du Labo des réseaux, et en effet, il me l'a remis dans le mail, à différents endroits, et c'est plutôt pas mal. Maintenant, imaginons que le mail me convient pas, je le trouve trop long, et je veux transformer ce mail en SMS, et ben tout simplement je lui demande, et il m'a sorti une version SMS du mail en question. Donc ici, c'est des usages basiques de ChatGPT, mais on peut aller plus loin. Par exemple, on peut lui demander de relire un texte pour corriger d'éventuelles fautes d'orthographe, traduire un texte, et on peut même lui demander de nous écrire des lignes de code. En fait, ChatGPT, c'est comme un moteur de recherche, ou plutôt comme un moteur de réponse. Tu lui poses une question, il te répond. Et c'est d'ailleurs pour ça que Google est assez inquiet de l'évolution et la démocratisation de ChatGPT, car il a le potentiel pour remplacer le moteur de recherche. Maintenant qu'on sait mieux comment fonctionne ChatGPT, comment l'utiliser de façon optimale? Déjà, je te conseille de décomposer en un maximum d'étapes ce que tu vas demander à ChatGPT. Typiquement, si je veux lui faire écrire un texte sur une thématique, je pourrais lui demander directement d'écrire ce texte sans lui donner trop de précision. Ici par exemple, je lui demande « écris-moi un texte qui parle de l'importance de YouTube dans sa communication ». Il va m'écrire un pavé sans trop de saveur et sans trop de structure. À moi donc de mieux l'orienter pour avoir un rendu plus qualitatif, notamment en décomposant les étapes. Par exemple, dans un premier temps, je peux lui demander des bonnes idées de titres pour une vidéo sur le sujet. Ces propositions peuvent me faire réfléchir, et là par exemple, j'aime bien sa suggestion numéro 4, comment YouTube peut-il t'aider à établir une communauté de fans? Donc je prends le titre, et avant de lui demander de me faire une vidéo sur ce titre, je peux lui demander par exemple des suggestions sur un plan structuré autour de ce titre. On peut lui demander même de le faire autour de 3 grandes parties. Je peux affiner avec d'autres étapes jusqu'à temps que je sois convaincu que ChatGPT a bien compris ce que je voulais pour lui demander d'écrire mon script de vidéo. Et on est parti donc d'un texte générique à quelque chose de beaucoup plus affiné en décomposant les étapes. Une autre astuce consiste à donner plus de contexte à ChatGPT. Toujours dans notre exemple, là typiquement il a vous voyez mon audience, mais je peux lui demander de tutoyer mon audience et de s'adresser peut-être à une audience plus jeune. Là dans mon prompt, je lui demande de m'écrire la même version, mais en tutoyant le viewer et en s'adressant à une audience cible entre 15 et 20 ans. Et tu vois, il a commencé avec « Salut les amis, blablabla », un peu plus friendly comme approche. Dernier conseil, n'hésite pas à affiner ton résultat et pourquoi pas lui demander de multiplier les versions qu'il a créées. Toujours dans notre exemple, je vais lui demander une version alternative avec un texte plus court. Je pourrais même éventuellement lui indiquer le nombre de mots maximum. Ou encore le format de la vidéo, si je lui demande par exemple de me faire une version short de ce contenu. ChatGPT, si tu lui demandes quelque chose de manière frontale, sa réponse ne va pas être super. Par contre, si tu utilises l'IA comme un assistant, si tu travailles bien tes prompts et si tu instaures un vrai dialogue avec l'IA, tu vas obtenir des résultats de plus en plus qualitatifs. Alors, merci d'avoir suivi la pratique. À conclusion, l'intelligence artificielle représente une opportunité majeure pour améliorer la performance académique. Cependant, son utilisation doit être encadrée afin d'éviter les dérives. L'avenir de l'éducation dépendra de l'équilibre entre l'innovation technologique et valeurs humaines. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez retrouver cette conférence comme publication dans la revue des facultés africaines Bakita. Nous allons aussi la publier dans la revue Ishango de l'Université de l'Assomption au Congo. Et nous avons indiqué le lien de notre chaîne YouTube, aussi notre mail pour nous contacter. Nous remercions les facultés africaines Bakita pour l'appui financier dans la réalisation de ce contenu.
Je vous remercie pour votre aimable attention.